Alors, on va rappeler des notions sur le régime sinusoïdal forcé. Ce qui nous servira donc pour l'étude du haut-parleur électrodynamique en régime sinusoïdal forcé, justement. Donc là, je vais prendre simplement un exercice classique d'élé, où on a une EF et M petit e de t. On a ici un courant, donc I de t. Et on va prendre dans notre circuit, par exemple, une résistance, une inductance et une capacité. Donc je définis en convention récepteur les tensions aux bornes des résistances, inductance, capacité. On a les relations UR égale RI, UL égale LDI sur DT et UC égale, donc on a Q égale CUC avec I égale DQ sur DT. Donc, du coup, il faudra travailler soit avec Q, soit éventuellement, on le verra, dériver l'équation. Hein, donc, on trouve aussi, bien sûr, du coup, avec ces deux expressions, I égale C DUC sur DT. Alors, on va écrire une loi d'émail. Donc, qui va nous dire que E, c'est R, donc c'est UR, plus UL, plus UC, c'est-à-dire c'est RI plus LDI sur DT, plus, donc, on a dit UC, c'est Q sur C. Donc, c'est là où, voilà, je ne peux pas travailler à la fois avec I et avec Q, soit je travaille tout avec Q, soit je travaille tout avec I. Donc, si je veux travailler avec I, je vais dériver par rapport à T, l'équation. Et je vais trouver DE sur DT égale, du coup, j'ai mon L, j'écris dans l'ordre des dérivés, D2I sur DT2, plus R DI sur DT, plus I sur C. Donc, je vois une équation différentielle du second ordre que je peux réécrire. D2I sur DT2, plus R sur L DI sur DT, plus I sur RC, égale 1 sur L DE sur DT. Donc voilà mon équation différentielle qui donne I en fonction de E. Donc E, c'est le générateur, est supposé connu, le E de T, et donc j'en déduirai le I de T. Quand on veut résoudre une équation de ce type-là, on a donc l'équation, ça va être la somme de l'équation différentielle sans second membre, donc solution générale de l'équation différentielle sans second membre, qui est une solution qui tend systématiquement, au bout d'un temps plus ou moins long, vers 0. Hein. Et donc ici, elle ne nous intéresserait pas, puisque justement, ce qui va nous intéresser, c'est le régime sinusoïdal forcé. Donc cette solution, elle va tendre vers 0. Je pourrais l'écrire. Vous l'avez étudié l'an dernier, donc c'est ce qu'on avait appelé le régime libre. Mais donc ici, elle ne m'intéresse pas, puisqu'elle va tendre vers 0. Donc il suffit que j'attende un petit peu pour que cette solution n'existe plus. Et donc, il va me rester l'équation différentielle donc avec second membre, et donc la solution particulière de cette équation. Donc, si j'ai un E qui est sinusoïdal à la pulsation oméga, je vais donc chercher I de t sous la même forme donc, que le second membre, c'est-à-dire, si E est sinusoïdal, DE sur DT aussi, donc je cherche I sous forme sinusoïdale à la même pulsation. Donc c'est ça le principe du régime forcé. Hein, et c'est de dire du coup à la fin, hein, la solution de mon problème, c'est uniquement la solution, la deuxième solution là, c'est-à-dire la solution particulière avec second membre, si T est supérieur à un certain temps de réponse donc du circuit. Hein, c'est-à-dire qu'on a uniquement le régime sinusoïdal forcé. Le régime libre était un régime transitoire qui tend vers 0.
Donc du coup, quand j'ai mon équation 1, je ne cherche de la solution de cette équation 1 qu'une solution sinusoïdale. Alors supposons que E de t soit sous la forme, donc ici je vais prendre un sinus par exemple, puisque j'ai du DE sur dt, comme ça me fera du cosinus. E0 sinus oméga t par exemple. Donc je vais avoir DE sur dt, ou non, je vais l'écrire, peu importe, je vais l'écrire en cosinus. 0 donc cosinus oméga t. Je vais utiliser la notation complexe quand on est en régime sinusoïdal forcé. Hein, donc, notation complexe en régime sinusoïdal forcé, tout ce qui est en avec une exponentielle complexe, donc on va le noter E0 exponentielle j oméga t, de telle sorte que le E de t réel, ce soit la partie réelle du E de t complexe. Du coup, j'ai dit que ma solution I de t est cherchée en régime sinusoïdal forcé. Donc en régime sinusoïdal forcé, I de t est cherchée sous la forme, j'ai dit, d'une sinusoïde à la même pulsation, c'est-à-dire I de t égale 1I0 cosinus oméga t plus a priori une phase, il n'est pas forcément en phase avec E, donc pas la même amplitude, pas la même phase. De nouveau, j'utilise la notation complexe. Et je vais écrire que I bar, c'est donc I0 exponentielle j oméga t plus phi, que je peux réécrire sous la forme I0 bar exponentielle j oméga t, où I0 bar tient compte à la fois du module I0 et de la phase phi de mon I complexe. Et à partir de là, je vais remplacer dans l'équation. L'intérêt de la notation complexe étant que toutes les dérivées, c'est très simple à écrire, c'est proportionnel aux fonctions, et il suffit d'écrire donc que, par exemple, di sur dt, c'est simplement j oméga fois i. Donc si je reprends mon équation 1, j'avais d2i sur dt2, je vais la réécrire, hein, on va la reprendre, comme ça c'est aussi simple. Donc, elle va être là. Voilà. Copier. Donc, je la réécris avec ma notation complexe. L'équation étant linéaire, hein, ça ne va pas poser de problème. Et donc, je vais avoir d2i sur dt2. Donc, j'ai dit di sur dt, c'est j oméga fois i. Puisque quand on dérive une exponentielle complexe, ça multiplie juste par ce qu'il y a devant la variable, donc j oméga. Donc d2i sur dt2, ce sera j oméga au carré fois i, c'est-à-dire moins oméga carré fois i. Donc l'équation 1 va se réécrire moins oméga carré, donc je vais mettre le i en facteur, plus r sur l j oméga, plus 1 sur RC, qui était, donc tout ça fois I, qui est égal à 1 sur L, et le DE sur DT, donc ça va être J oméga fois E. Et du coup, vous voyez que l'équation du coup s'écrit de façon beaucoup plus simple, puisqu'en fait, le I complexe et le E complexe deviennent proportionnels. Hein, et on peut exprimer, par exemple, le I complexe en fonction du E complexe, etc. Donc après, on avait tout ce qui était filtre, etc. en électricité. Donc ça, c'était juste pour vous montrer donc, cette notation-là. À partir de là, on définissait pour les différentes, donc, par exemple, pour la résistance, on définissait une impédance, hein, le ZR complexe, qui vaut simplement R pour la résistance. Donc le Z, à chaque fois, est défini comme étant le U sur I en convention, donc récepteur, c'est-à-dire que vous avez Z ici, I est comme ça, U est comme ça. Hein. Donc ZR, c'est R. Pour une inductance, on va avoir ZL, c'est JL oméga. C'est dû au fait, on l'a dit tout à l'heure, que U, c'est L dI sur dt, donc c'est lié à une dérivée de I par rapport au temps, donc on multiplie par J oméga. Et pour une capacité, l'impédance ZC, ça va être 1 sur JC oméga, donc c'était lié au fait que on avait I qui était du C du sur dt, donc c'était le I qui était lié à la dérivée de U. Donc à partir de ces impédances-là,
on peut éventuellement, au lieu de s'embêter à écrire l'équation différentielle et après passer en notation complexe, etc., on peut très bien utiliser directement les impédances en prenant donc notre E, toujours ici, le I, et on modélise ça donc avec nos impédances ZR, ZL et ZC. Et on avait directement E égale ZR plus ZL plus ZC fois le I. Et en remplaçant ZR, ZL et ZC, on retrouve exactement, bien sûr, la même chose que précédemment, mais c'est beaucoup plus rapide. Voilà, donc à partir de là, on peut faire tous les calculs qu'on veut. Et donc ça, vous pourrez l'utiliser dans le cas du haut-parleur en utilisant justement les notations et les impédances.